Bonjour à vous tous. Je voudrais pour débuter me présenter. Mon nom est Pierre Cyr et je suis instructeur au niveau des armes à feu, vérificateur pour la Gendarmerie royale du Canada et j'ai donné des cours de manipulation d'armes à feu pour l'obtention des différents certificats et ça depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, nous débutons différents épisodes, c'est justement le premier, où on va vous parler du vaste champ des armes à feu. Pour tout ce qui est relatif aux armes à feu, il faut toujours se souvenir que la principale chose à considérer, c'est la sécurité. C'est très important. Et il y a 4 règles de sécurité que l'on doit suivre, auxquelles on doit penser continuellement, et je vais vous en parler nécessairement au cours des émissions. Mais je vais débuter avec la plus importante, la primordiale, qui est la première règle de sécurité, et qui est traiter toujours une arme à feu comme si elle était chargée. Et en passant, si vous faites ça, vous n'aurez jamais d'incident ou d'accident déplorable parce que vous aurez considéré votre arme comme si elle était chargée. La deuxième, pointer l'arme dans une direction sécuritaire. La troisième, ne pas mettre le doigt à l'intérieur du pontet sur la détente. Et soit dit en passant, ce sur quoi on presse lorsqu'on veut faire feu, c'est une détente et non pas une gâchette. Et finalement, faire la preuve que l'arme est sécuritaire. Mais à tout ça, je reviendrai. Ce que je veux que vous reteniez principalement pour aujourd'hui, au risque de me répéter, c'est la première règle et c'est tellement important. On considère l'arme à feu comme si elle était chargée. Vous remarquerez, je vais vous faire des démonstrations avec différentes armes et vous remarquerez à ce moment-là qu'il n'y a aucune munition. Et c'est, encore là, une règle fondamentale de sécurité. Lorsque vous manipulez des armes, lorsque vous les nettoyez, lorsque vous vous familiarisez avec des armes, il ne doit pas y avoir de munitions en même temps. C'est fort important. On va aussi aujourd'hui parler, et c'est encore très important, des termes exacts qui doivent être employés lorsqu'on fait allusion des armes à feu. À titre d'exemple, la différence entre un pistolet, un revolver, un fusil, une carabine. D'ailleurs, j'ai justement constaté il y a quelques jours que suite à une tentative de meurtre qui a été perpétrée, les médias mentionnaient que le malfaiteur avait utilisé une arme automatique avec un silencieux, ce qui n'est absolument pas le cas. Malheureusement, dans beaucoup de circonstances, les médias ne savent pas faire la différence entre les différents types d'armes, et c'est ce que je tente de faire actuellement avec vous. Alors c'est important cette distinction-là, et c'est important que les gens sachent c'est quoi la différence. Pour débuter, je vais vous montrer ce qu'est un revolver. Un revolver, c'est une arme de poing qui a un barillet. Et dans le barillet, il y a différentes chambres où l'on va insérer les munitions. Et la particularité d'un revolver, c'est que chaque fois qu'on fait feu, le barillet tourne et une nouvelle chambre se présente vis-à-vis le canon pour que le coup soit tiré. On appelle ça un revolver, pourquoi? Parce que justement, comme le barillet tourne, ça fait donc des révolutions. D'où l'origine, le nom du revolver. On a maintenant ici un pistolet. Un pistolet, c'est une arme semi-automatique et c'est une arme qui va faire feu à chaque fois que vous allez presser la détente. La particularité d'une arme semi-automatique, c'est que chaque fois que vous pressez la détente, ce que vous venez de tirer, la balle a donc sorti, la douille est éjectée et une nouvelle cartouche va venir s'insérer dans la chambre de façon telle à ce que vous puissiez tirer le coup suivant. Et, information additionnelle, soit dit en passant, un pistolet n'a qu'une chambre qui est située à l'intérieur du canon. Autre chose importante à remarquer, le pistolet, on insère les munitions dans un chargeur.
Les cartouches sont insérées dans le chargeur, les unes par-dessus les autres. Le chargeur, par la suite, est inséré dans l'arme. Et on appelle ça un chargeur tout simplement parce que un chargeur est amovible. Si le truc dans lequel on met nos munitions n'était pas amovible, ce ne serait pas un chargeur, ce serait un magasin. À titre d'exemple, un magasin tubulaire qu'on va avoir sur différents fusils. Alors, c'est la principale différence, mais encore là, on reviendra à ça plus en détail. Et encore, faut-il comprendre que la principale différence entre un revolver et un pistolet, bien, le revolver a un barillet, tandis que le pistolet n'en a pas, et le pistolet est automatiquement une arme semi-automatique. J'arrête pour quelques instants, on vous montre la différence entre un pistolet et une carabine après le commercial. Le clan Pinton, bonjour. Le 937 0707. Le 937 0707. Le clan Pinton pour déménager. Faut signaler le 937 0707. Alors, on est rendu maintenant à faire la différence entre un fusil et une carabine. Je vous disais précédemment que les médias appelaient à peu près toutes les armes des fusils. Malheureusement à tort, c'est parce qu'on ne connaît pas tellement ça, et c'est la raison pour laquelle les termes exacts ne sont pas toujours employés. Un fusil, un vrai fusil, c'est quoi? Bien, ceci, c'en est un exemple. Vous avez ici un fusil à mécanisme à pompe qui va servir principalement pour la chasse à la sauvagine, la chasse au petit gibier, lièvre et perdrix, à titre d'exemple. La principale différence entre un fusil et une carabine, c'est que le fusil va tirer plusieurs plombs, ce qu'on appelle de la grenaille. Donc le fusil va avoir un tir qui va être beaucoup plus vaste qu'une carabine, parce qu'une carabine ne tire toujours qu'une balle unique. Le modèle qu'on a ici, c'est un modèle à pompe, extrêmement populaire. C'est un modèle qui nous permet, lorsqu'on veut faire la vérification de l'arme pour s'assurer qu'il n'y a pas de cartouche, on n'a qu'à presser le petit bouton qui est ici, et s'il y a des cartouches, elles vont automatiquement sortir. Et faites à noter, vous avez là, ici, là, le magasin auquel je faisais allusion plus tôt. C'est dans ce magasin-là qu'on va insérer des cartouches, et c'est ça qui n'est pas amovible, comme un chargeur, par exemple, le serait sur les armes équipées d'un chargeur. On passe maintenant à la carabine. Alors, la carabine est une arme, devrais-je dire, qui va tirer des balles uniques. Celle-ci est un modèle très vieux, une carabine de calibre 303 British, carabine qui a fait deux guerres, la première guerre 14-18, la deuxième 39-45, et ce sont des armes extrêmement fiables. Celle-ci est avec un mécanisme à verrou, très précis, facile à nettoyer, bloque pas, carabine agréable à manipuler, et ça sert à peu près à n'importe quoi. Pour la chasse au Québec, ça peut servir pour l'ours, le chevreuil, même l'orignal, en dernier recours, et le caribou, ça il va sans dire. Alors c'est une arme très versatile. Et cette arme-là va tirer, comme j'expliquais précédemment, des balles uniques.
Vous avez ici le chargeur de cette carabine-là, chargeur dans lequel vous allez pouvoir introduire 10 cartouches qui vont pouvoir être tirées chaque fois que vous allez actionner le mécanisme et que vous allez faire feu. Subséquemment, en actionnant le mécanisme à nouveau, la douille sera éjectée, puis une nouvelle cartouche sera insérée dans le canon. Alors c'est donc la différence qu'on a entre un fusil et une carabine. Et encore une fois, on se doit d'arrêter pour la pause. À tantôt. Je m'appelle Maxime Brousseau, je suis étudiant en foresterie à l'Université Laval. Moi, j'aime la chasse parce que, premièrement, ça me permet de passer du temps en nature, mais aussi, il y a tout le côté de planification. C'est vraiment stimulant, surtout quand en fait, on arrive à des bons résultats. La chasse, en fait, ça me permet de passer du bon temps avec mes amis, ma famille. On a tous une passion en commun, la nature, puis la chasse aussi. Donc, ça nous permet de discuter tous ensemble autour de la table d'un sujet commun. En passant, une façon relativement simple de différencier un fusil d'une carabine, c'est que la carabine a toujours un canon rayé, avec des rainures, de façon telle à ce que la balle, quand elle sort du canon, a un effet giratoire pour se rendre à la cible. Tandis que le fusil a un canon lisse, puisque lui, le fusil, tire du plomb, de la grenaille, comme je vous disais tantôt. Alors, c'est encore une différence entre un fusil et une carabine, relativement facile à constater de visu quand on regarde, quand on touche, quand on manipule ces armes-là. Maintenant, on va constater la différence qu'il y a dans les munitions. Les bons termes relatifs aux munitions. Contrairement à ce que le monde dise, contrairement à ce que le monde pense, vous n'allez pas à la quincaillerie ou au magasin grande surface vous acheter une boîte de balles. Vous allez vous acheter une boîte de cartouches. Les balles, là, c'est ce qu'il y a à l'extrémité de la cartouche et c'est ce qui sort lorsque vous faites feu. Alors, à titre d'exemple, une cartouche est constituée de différentes parties. Vous avez la douille, qui, elle, va avoir à l'intérieur la poudre. Vous avez la balle qui est à l'extrémité. Et vous avez dans le centre, ici, de la cartouche, l'amorce, qui va être frappée pour la mise à feu. Et ce qui va faire que la poudre, en brûlant, va créer une grande pression qui, en bout de ligne, va faire en sorte que la balle va sortir. C'est ça, les termes d'une cartouche. Il faut retenir, autant que faire se peut, qu'une cartouche, la douille, est habituellement composée de laiton. Ce qu'on appelle, dans le terme fréquent, là, du brass. Mais le terme exact, c'est du laiton. Les balles sont habituellement faites de plomb. Remarquez que ça peut être d'autres matériaux, là, mais règle générale, ce sont des balles qui sont faites en plomb et qui peuvent être recouvertes de cuivre ou semi-recouvertes, mais ça, on y reviendra plus tard. Alors, on retient donc que les douilles sont en laiton et les balles sont en plomb. Alors, vous avez ici une balle de revolver, cartouche avec la balle, et ça va dans l'arme que je vous ai montré ici précédemment, à savoir le revolver. C'est ça qu'on insérerait dans une des chambres ici, tout simplement comme ça. Donc, cette cartouche-là servirait pour le revolver. Celle-ci, qui est encore une fois une cartouche, va servir pour le pistolet. C'est la même composition. Vous remarquerez que vous avez la douille en laiton, vous avez la balle en plomb recouverte de cuivre, la poudre à l'intérieur de la cartouche, à l'intérieur de la douille, et vous avez l'amorce qui sera frappée en plein centre, puisque là, on a ce qu'on appelle des cartouches à percussion centrale. Donc, celle-ci servira dans le pistolet qu'on voit ici. Ça sera inséré
dans le chargeur pour, après ça, monter dans la chambre de l'arme, c'est-à-dire dans le canon. On sait que la chambre est située dans le canon de l'arme. On continue avec un autre cartouche. Cartouche de carabine. Vous remarquerez qu'elle est plus longue, mais c'est la même composition. Vous avez là une douille en cuivre, une balle qui va sortir lors de la mise à feu, qui est en plomb, dans le cas présent, recouverte de cuivre, et en dessous, en plein centre, l'amorce dont on parlait précédemment. C'est donc une cartouche de carabine qui ferait, à titre d'exemple, dans une carabine comme celle-ci. On termine avec une cartouche de fusil. C'est un petit peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, parce que la cartouche de fusil va être composée, elle aussi, de poudre, d'une amorce. La composition de la douille va être en plastique, et la principale différence, c'est que celle-ci va s'ouvrir, ici au bout, pour laisser sortir la grenaille lors de la mise à feu. Vous avez donc une douille, l'amorce, les grenailles au bout, la poudre dedans, et entre les deux, vous avez ce qu'on appelle une bourre, c'est un morceau de plastique, qui fait en sorte que la grenaille ne se mélange pas avec la poudre. C'est la seule différence qu'il y a. C'est la cartouche de fusil qui va tirer de la grenaille, comme on expliquait précédemment, dans un angle beaucoup plus grand, évidemment, qu'une balle de carabine, qui est une balle unique. Alors, c'est la principale différence qu'on a dans les cartouches. Et soit dit en passant, vous auriez aussi des cartouches à percussion annulaire, qui sont les cartouches de très petit calibre, à titre d'exemple, les calibres 22. Mais on reviendra sur ça une autre fois. J'arrête encore une fois pour la pause. Salut, je m'appelle Emma. J'aime bouger, j'aime la vie active. J'adore le soccer, aussi la pêche et surtout la chasse. Quand je vais à la chasse puis finalement je réussis à abattre mon canard, je sens une fierté en dedans de moi. C'est comme un trophée gagné. Et aussi, j'ai de l'adrénaline parce que la chasse, c'est amusant. En fait, il y a 3 catégories. La première, ce sont les armes sans restriction. Les armes sans restriction, c'est quoi? Ben, c'est les armes longues, qu'on appelle les armes de chasse, qu'on appelle les armes d'épaule. On en voit ici 2, là. La carabine et le fusil. Ce sont des armes sans restriction. Tout ce que vous avez besoin pour posséder ces armes-là, c'est un permis de possession d'armes à feu. Mais on va revenir au permis de possession plus tard. La deuxième catégorie, c'est les armes à autorisation restreinte. À titre d'exemple, le pistolet, les revolvers, différents trucs comme ça, ce sont des armes classifiées à autorisation restreinte et ça prend un enregistrement spécial pour ces armes-là. Avant de passer aux armes prohibées, je fais une pause et je vous reviens. Je m'appelle Aïssa Seban, je suis biologiste, géomaticien. Avant, je ne connaissais pas la chasse, mais en arrivant ici au Québec, en côtoyant des collègues de travail, des amis, des collègues de travail qui sont biologistes et chasseurs-pêcheurs, ils m'ont initié à la chasse, ils m'ont encouragé à chasser. Puis actuellement, je chasse de temps en temps et j'aime ça. Quand je chasse, je ne me sens pas comme étant un prédateur. Je me sens comme étant quelqu'un qui est proche de la nature et qui est là juste pour exciter ses sens. J'aime la chasse au petit gibier. Ça me permet de voir des territoires nouveaux du Québec et aussi ça me permet de faire des bons petits plats mijotés. Pour moi, c'est de la viande bio. C'est de la viande naturelle. Et puis, comme j'aime ça, les viandes naturelles, ça tombe bien. Ça m'attire encore plus vers la chasse.
Mon premier repas de gibier, là, c'était une invitation à un souper où il y avait de l'oie blanche préparée de cette façon-là. C'est là que j'ai dit, il faudra que j'aille m'en chercher moi-même dans le bois. Il y a d'autres armes qui se sont rajoutées à ça par réglementation. Et vous avez maintenant, à titre d'exemple, ici, un revolver qui est considéré dans la catégorie des armes prohibées. Pourquoi est-il prohibé? C'est tout simplement pour la longueur du canon, parce que toutes ces armes de poing-là, qui ont 4 pouces et moins, sont maintenant incluses dans la catégorie des armes prohibées. Vous pouvez avoir ces armes-là si vous les aviez à l'époque, lorsque la loi a été promulguée. Vous aviez ce qu'on appelle une clause grand-père, la clause 1206, qui vous permet de conserver ces armes-là, d'en acheter d'autres et de les vendre à quelqu'un qui a la même clause que vous. C'est ce qu'on appelle le fameux 12-6. Alors, vous avez là les 3 classes d'armes à feu, qui justement sont les classes qui sont régies par le Code criminel canadien, et c'est là que vous avez les différentes nomenclatures pour les catégories en question. Maintenant, j'aimerais vous entretenir d'un sujet dont on entend souvent parler, la facilité présumée avec laquelle on peut acquérir des armes à feu. Sachez que pour acquérir des armes à feu, premièrement, un permis de possession est requis. C'est un mythe que de penser que n'importe qui peut avoir n'importe comment des armes à feu. Oui, possiblement sur le marché noir. Mais ça, c'est pas avec les lois d'armes à feu qu'on va contrôler ça. Actuellement, pour posséder des armes à feu, ça prend un permis de possession d'armes à feu. Et qu'est-ce qui est requis pour obtenir ce permis-là? Bien, dans un premier temps, il faut que vous suiviez un cours. Le cours canadien de sécurité en maniement des armes à feu, qu'on appelle le CESMAF. Il faut que vous réussissiez les 2 examens. Il faut que vous fassiez une demande à la Gendarmerie royale du Canada. Ces gens-là vont faire enquête sur vous. Si vous êtes reconnu comme quelqu'un de pacifique, quelqu'un qui peut avoir des armes à feu, ça vous aurez déjà un pas de fait. Il y a obligatoirement une période de 28 jours de délai après que l'enquête est terminée. Vous aurez besoin en plus de 2 photos vous identifiant. Vous aurez besoin de répondants qui vont garantir que vous êtes un citoyen correct, entre guillemets. Votre conjoint devra être d'accord pour que vous ayez des armes à feu. Et c'est seulement après toute cette procédure-là que vous allez pouvoir obtenir le permis et là, acquérir une arme quelconque ou la posséder. Et ça s'applique même si vous héritiez d'armes à feu. Ce permis-là est requis pour pouvoir obtenir, avoir, conserver, acquérir, posséder des armes à feu. C'est donc la base de tout, et ce permis-là est renouvelable aux 5 ans. Alors, à chaque 5 ans, on recommence la procédure. Alors, il est faux de penser que n'importe qui peut facilement obtenir des armes à feu. C'est totalement faux. Ce n'est absolument pas le cas. Il y a toute une procédure et c'est long. C'est un minimum de 2 ou 3 mois entre le moment où vous prenez votre premier cours là, et que vous obtenez votre permis de possession d'armes à feu. Alors, c'est important de faire la part des choses. Je pense que c'est important que vous sachiez tous ce qu'il en est exactement, contrairement à ce qui est véhiculé à tort très souvent, qu'on a une grande facilité pour obtenir des armes à feu. C'est véritablement pas le cas. Pour suivre le cours requis pour l'obtention du permis d'armes à feu.
On sait qu'il faut suivre le cours canadien de sécurité en maniement des armes à feu, le cours CESMAF. Et ce cours-là est donné par un organisme qui s'appelle Sécurité Nature, qui est une division de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. On peut facilement avoir les coordonnées des cours qui sont offerts sur Internet. Maintenant, si on veut avoir des armes de poing, on se doit de suivre un autre cours en addition qui s'appelle le cours CESMAF-AR, qui est le cours canadien de sécurité en maniement des armes à feu à autorisation restreinte. Et ce cours-là est diffusé par la Fédération québécoise de tir. Alors, ce sont les deux organismes pour la diffusion des deux cours requis pour les armes longues, d'une part, et les armes de poing, d'une seconde part. Maintenant, qu'en est-il si on veut pouvoir aller chasser? Bien, pour chasser, ça prend un certificat de chasseur. Contrairement des fois à ce que les gens se pensent, lorsqu'on a un certificat de chasseur, on peut aller à la chasse. C'est pas tout à fait exact, là. Le certificat de chasseur nous permet seulement d'acheter le permis qu'on veut utiliser, qu'on veut se servir pour le gibier choisi, autrement dit, pour la chasse à laquelle on veut participer. Et pour avoir ce fameux certificat de chasseur, il faut suivre le cours ICAF. C'est l'initiation chasse à l'arme à feu. Ce cours-là est donné par les mêmes moniteurs, les mêmes instructeurs que ceux qui donnent le cours CESMAF, toujours la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Aussi, faites à noter, le certificat de chasseur est permanent. Alors, lorsque vous l'avez, s'il n'est pas suspendu pour différentes raisons, que les tribunaux pourraient, par exemple, vous condamner si vous commettez une infraction quelconque, ce permis-là, donc, le certificat de chasseur, est bon pour tout le temps. C'est ce qui est requis pour pouvoir avoir les permis auxquels je viens de faire allusion. Alors, ceci termine l'épisode d'aujourd'hui. On vous invite à être de retour pour le prochain épisode, toujours sur le domaine très vaste des armes à feu, et nous en arriverons éventuellement sur un sujet fort épineux, les différents registres d'armes à feu. À bientôt.